Londres, 1er avril 1896. Dans une rue qui surplombe la Tamise, un homme admire le fleuve qui coule paisiblement dans la nuit. Mais il n'est pas seul. À quelques dizaines de mètres, il repère une femme qui semble vouloir échapper au regard indiscret. Elle lui fait un petit regard. Il lui répond par un sourire. Elle doit avoir 60 ans et se faufile dans les ténèbres jusqu'au bord des flots bruns. Arrivée là, elle jette dans l'eau un bien étrange paquet entouré de tissus sombres. Salut les Akoupas. Alors, ce surnom-là, ça risque un petit peu de vous surprendre. Et en gros, ce poisson est le plus bruyant qu'on connaisse, surtout en période de reproduction. En fait, si vous voulez, quand il ken, il est capable de faire autant de bruit qu'une baleine. Allez, ça me fait plaisir, tout de suite, un petit extrait. Ah oui, la mitraillette, ça fonctionne bien comme image, ouais. Bon, ça n'a pas l'air comme ça, mais ces bruits peuvent rendre sourds les autres mammifères marins autour de lui. Du coup, belle performance. Mais bon, bref, venons-en au sujet d'aujourd'hui, parce que le personnage du jour a lui aussi fait grand bruit au moment où il a été découvert. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques mois, nous avions sorti une bulle sur un certain tueur du Zodiac. Bon, la thématique semblait vous avoir plu, et vous aviez été nombreux à nous réclamer une bulle sur un certain Jacques l'Éventreur. Et du coup, tu vas la faire, hein, tu vas la faire? Bah non, du coup non. Pas vraiment. Cela dit, le personnage dont nous allons parler a vécu à la même époque, celle de l'Angleterre victorienne, et a parfois été soupçonné d'avoir un lien avec ce fameux Jack qui terrorisait les habitants de Whitechapel. Il s'agit d'un serial killer qui a traumatisé son temps. Et en l'occurrence, là, celui-ci a la particularité d'être une femme. Eh oui, une tueuse en série. Parce que bon, je veux dire, il n'y en a pas que pour les hommes, quoi. Et d'ailleurs, je peux même vous dire qu'elle est probablement la meurtrière la plus prolifique que l'histoire ait jamais connue. D'ailleurs, n'hésitez pas à répondre au petit sondage à la fin de cette vidéo, et ça vous permettra aussi de savoir ce qu'en pensent les autres, et si elle vous a... inspiré. Pardon ? Bref, on l'appelle l'ogresse de Reading, ou l'ogresse victorienne, et le procès de ses meurtres a fait couler pas mal d'encre, notamment parce qu'elle s'en prenait à des enfants en très bas âge. Laissez-moi vous conter l'histoire terrifiante d'un monstre qui se déguisait en figure maternelle aimante et chaleureuse, l'histoire de la méconnue Amelia Elizabeth Dyer. Notre histoire débute en 1836 dans la ville portuaire de Bristol, en Angleterre. La famille Hobley fête l'arrivée d'un 5e enfant, une petite fille adorable, hein, appelée Amelia Elizabeth Dyer. La petite Amelia a beaucoup de chance puisque dans une époque où règne la pauvreté au Royaume-Uni, elle connaît une éducation respectable, apprend à lire et à aimer la poésie. Pourtant, la chance tourne rapidement. La mère d'Amelia a attrapé le typhus, une maladie qui lui a révélé des troubles psychologiques importants. Alors qu'Amelia est encore jeune, elle doit s'occuper de sa mère jusqu'à ce qu'elle meure des suites de sa maladie. Et puis, après ces tristes événements, la jeune fille perd le contact avec la plupart des membres de sa famille. Eh bah dis donc, ça commence bien, hein. Encore une bonne ambiance, merci. Oui, bon, mine de rien, ça a son importance quand même, hein. Et puis, probablement que si sa vie avait été idéale, je sais pas, je me dis que Amelia n'aurait peut-être pas eu l'idée de devenir une tueuse en série, quoi. Toujours est-il qu'à ce moment, Amelia se marie avec George Thomas, un homme de 59 ans, bien plus âgé qu'elle, qui n'en a que 25. Vive les sugar daddy. D'ailleurs, pour éviter les commérages, ils mentent tous les deux sur la date de naissance, le jour de la cérémonie. Et du coup, Amelia prétend avoir 32 ans et George n'en a que 48. Alléluia. Pendant son mariage, Amelia apprend le métier d'infirmière, mais elle n'a pas le temps de se forger une réelle carrière que son mari décède, la laissant seule avec leur enfant, encore très jeune. Et bon, si c'est déjà pas facile d'élever un enfant seul de nos jours, imaginez un petit peu ce que c'était à cette époque-là. À l'époque d'Amelia Dyer, l'Angleterre est en pleine période victorienne. La révolution industrielle a changé le visage des villes et vu l'émergence de nouvelles classes sociales. À Londres et dans les grandes villes britanniques, la misère a envahi de nombreux quartiers. Les rues sont enfumées et les plus pauvres n'ont pas beaucoup de choix pour s'en sortir. Ceux qui répugnent à intégrer une workhouse, sorte d'hospice qui les réduit plus ou moins en esclavage pour une bouchée de pain, choisissent souvent la criminalité comme moyen de subsistance. Mais Amelia est une femme rusée et surtout, elle a bonne mémoire. Elle se souvient d'une certaine Helen Dane qui était sage-femme au sein de son immeuble, avec qui elle s'entendait plutôt bien. Amelia se souvient qu'Helen lui avait raconté que pour gagner plus d'argent, elle était devenue fermière à bébés. Fermière ? Mais on n'élève pas des bébés comme on élève des poulets. C'est pas ce que je dis, laisse-moi finir. En fait, il s'agit d'une profession qui n'existe plus aujourd'hui, mais
mais qui était assez répandue au 19e siècle. En même temps, faut pas oublier que cette Angleterre était héritière d'un certain puritanisme, et on considérait par exemple qu'avoir un enfant hors mariage était un horrible péché. Si cela venait à se savoir, les jeunes femmes concernées risquaient gros. Elles pouvaient perdre leur réputation et leur travail, surtout qu'à cette époque, on ne considérait pas que le père avait un rôle à jouer en cas de grossesse non désirée, quoi. Ah non, c'était à la femme de se débrouiller avec son polichinelle dans le tiroir. Ce genre d'expression, quoi. En 2020, on adore. Quand les adolescents jouent avec la langue française, ils parlent de bolos, clash ou sum. Et évidemment, hors de question d'avorter, sauf clandestinement, ce qui était à la fois illégal et très dangereux. En fait, il fallait pour cela aller voir ce qu'on appelait des faiseuses d'anges. Ah, c'est trop mignon. Sauf que, en réalité, il fallait surtout pas avoir peur des aiguilles à tricoter, quoi. Bref, tout ça pour dire que lorsqu'un enfant non désiré venait au monde, beaucoup de femmes préféraient l'abandonner plutôt que de risquer l'humiliation publique. Mais l'abandon était aussi illégal, et aucune ne voulait risquer la peine de mort si cela venait à se savoir. Et c'est précisément là que les fermières à bébés interviennent. En fait, ces fermières étaient un peu des agences d'adoption de l'époque. C'est-à-dire que lorsqu'une femme tombait enceinte et ne voulait pas garder l'enfant, elle passait une annonce dans les journaux et laissait son enfant à une fermière. Cette dernière s'en occupait à sa place, le nourrissait et essayait de lui trouver une famille d'adoption. Bref, le tout quand même dans la plus grande des discrétions et moyennant une bonne petite liasse de billets. En fait, une sorte de trafic humain clandestin, finalement, oui, on peut le dire. Et parfois, les fermières hébergeaient même les mères chez elles le temps de leur grossesse, histoire de dissimuler leur gros ventre bondé, quoi. Fermons cette parenthèse historique et revenons à l'histoire d'Amelia. Elle se souvient donc de ce que Elaine Dane lui avait raconté et décide qu'elle aussi, elle deviendra une fermière à bébé. Bon, voilà une bonne façon de se faire de la thune, qu'elle se lit la bougresse, et bientôt l'ogresse, vous comprendrez. Elle s'installe donc à Reading, près de Londres, et publie des annonces. Elle se présente comme une femme respectable, mariée, capable de procurer un environnement sain et rempli d'affection aux enfants qu'elle compte recueillir. Comme les autres fermières, elle demande de l'argent pour pouvoir s'occuper d'eux, sauf qu'il y a, comme qui dirait, baleine sous gravillon. Ça va bien avec tes expressions de boomer, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est vieux, quoi. Et donc, Amelia se rend vite compte qu'il est beaucoup plus rentable de garder l'argent pour elle plutôt que d'en utiliser pour, je sais pas, à tout hasard, nourrir et éduquer les enfants. Et donc, petit à petit, l'idée fait son chemin et les traitements qu'elle inflige aux enfants deviennent de plus en plus dramatiques. Comment dire, c'est simple, elle ne s'en occupe plus, quoi. Et même pire que ça, elle les drogue pour les empêcher de pleurer à cause de la faim. Et souvent, du coup, ils meurent de malnutrition et de maladies infantiles. Donc c'est absolument terrible et pourtant, c'est loin d'être inhabituel. En effet, les orphelins étaient très souvent victimes d'abus, et beaucoup de fermières à bébés étaient loin d'être des personnes de confiance. Profitant de la détresse des mères, prêtes à tout pour que leur secret soit gardé, ces femmes soi-disant désintéressées laissaient régulièrement les enfants mourir, afin d'empocher l'argent sans effort. Lorsque les mères réclamaient des nouvelles de leur enfant, elles n'obtenaient parfois plus de réponse. Et lorsqu'une famille désirait récupérer un enfant, la fermière leur en fournissait simplement un autre à la place. Même si ces pratiques étaient répandues, peu de personnes se sont montrées aussi cruelles avec les enfants qu'Amelia Dyer. Et oui, puisque très vite, elle devient elle-même dépendante aux drogues qu'elle utilise sur les enfants et ne supporte plus les pleurs et la présence des orphelins. C'est quand même con pour quelqu'un qui en a fait son boulot, quoi, j'ai envie de dire. Et donc elle décide de passer à une option plus radicale, supprimer directement les enfants qu'on lui confie. En même temps, j'imagine que c'est plus lucratif. Oui, enfin, ça va surtout l'embarquer dans une série de crimes plus odieux les uns que les autres. Dans un premier temps, elle va choisir de les empoisonner et prétexte une maladie infantile. Mais le médecin qui vient attester du décès des nourrissons se montre un peu suspicieux, quoi. Bah en même temps, si elle lui présente un cadavre tous les mois, y a de quoi douter de la nana. Oui, bon certes, y a pas besoin d'être Einstein pour trouver ça louche. Bref, le gars a prévenu les autorités pour qu'elles enquêtent sur Amelia, mais pas de bol, elle arrive à s'en tirer pour négligence avec une simple peine de travaux forcés. Et en plus, elle va carrément opter pour une méthode plus brutale. C'est-à-dire que... Comment vous dire? Elle va étrangler les enfants dès qu'on lui en laisse la garde, empocher la thune et chercher un nouveau gamin pour recommencer. Et ça va durer des années au rythme de parfois 6 nourrissons par jour. Pas besoin de déclarer les décès, elle se débarrassait elle-même des corps en les enveloppant dans des tissus ou de vieux vêtements. Elle partait ensuite les brûler dans un endroit isolé, les cacher dans des recoins de la ville ou les jeter carrément dans la Tamise. Et dès qu'elle sentait que les autorités pouvaient remonter jusqu'à elle, elle simulait une dépression nerveuse
voilà, des envies suicidaires, et elle se barrait en hôpital psychiatrique. On vous avait dit qu'elle était maligne. Ouais, tu crois pas si bien dire. Une fois, elle aurait même essayé de se donner la mort par overdose pour échapper à une mère trop soupçonneuse qui lui réclamait son enfant et la traquait en permanence. Sauf qu'à force de consommer des opiacés, elle était devenue hyper résistante et la dose qu'elle a pris n'a pas suffi pour la buter. Oui, bon, voilà, un mauvais calcul, ça arrive. Effectivement, quelque part, ça lui a sauvé la vie. Et de toute façon, elle déménageait souvent et prenait différentes identités pour empêcher la police de la retrouver et de comprendre qui elle était vraiment. Et tout ce petit manège a fonctionné longtemps, très longtemps même, mais pas indéfiniment. En janvier 1896, une serveuse du nom d'Evelina Marmon donne naissance à une petite fille légitime prénommée Doris. Et elle recherche du coup quelqu'un pour s'en occuper en attendant d'avoir une meilleure situation, naturellement. Et très vite, elle tombe sur l'annonce d'une certaine Mrs. Harding, qui dit « Couple marié, sans enfant, désire adopter un enfant en bonne santé dans une belle maison de campagne. Prix 10 livres. » Forcément, pour cette jeune mère, c'est une aubaine. Les deux femmes se contactent donc, et voici ce qu'écrit Mrs. Harding. « Je serais heureuse d'avoir une chère petite fille, une que je pourrais élever comme la mienne. Nous sommes un couple uni d'assez bonnes conditions. Je ne veux pas d'enfant pour l'appât du gain, mais pour la compagnie et le confort de la maison. Mon mari et moi adorons les enfants, mais nous n'en avons pas. Avec moi, cet enfant aura une bonne maison, ainsi que tout l'amour d'une mère. » Du coup, quand on sait de qui il s'agit en réalité, ça peut donner froid dans le dos. À ce stade, vous l'avez compris, cette Mrs. Harding est en fait Amelia Dyer, qui a pris un faux nom et qui poursuit ses macabres activités. Elle récupère donc l'enfant de la serveuse, lui confirme par lettre que tout se passe bien, puis ne donne plus aucune nouvelle. En fait, en réalité, dès sa réception, je vous spoil un petit peu, je suis désolé, mais l'enfant n'avait plus que quelques heures à vivre. Voilà, une fois le crime commis, parce que oui, c'est fait, Amelia enveloppa le corps de Doris avec celui d'un autre enfant dans du tissu et se rendit au bord de la Tamise pour les y jeter, sous les yeux d'un homme qui semblait l'observer, mais qui ne lui adressa pas la parole. Et dans ce genre de cas, on se demande... Mais que fait la police ? Eh bien, elle était sur le point de débuter une enquête très intéressante. Le 30 mars 1896, la police retrouve le corps sans vie d'Helena Fry, un bébé d'à peine 15 mois qui flottait sur les eaux du fleuve, enveloppé dans un tissu brun. Évidemment, ça ne fait aucun doute pour les autorités qu'il s'agit d'un meurtre, puisque l'enfant a été étranglé. Mais sur le tissu, à moitié effacé par l'eau, on retrouve des écritures. Écritures qui, une fois déchiffrées, ressemblent à une adresse. Cette adresse, vous vous en doutez, c'est celle d'Amelia Dyer, âgée désormais de 58 ans. Du coup, bon, la police retrouve sa trace et décide carrément de lui tendre un piège. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé une jeune femme en guise de couverture. Elle a prétendu avoir besoin d'une fermière pour garder son enfant et, comme prévu, c'est Amelia qui lui a directement répondu. Elle est toujours sur le coup, cette Amelia. Ouais, et surtout pour le pire. C'est donc comme ça que la police a organisé une embuscade chez la meurtrière. Et ce qu'elle y a découvert a de quoi laisser horrifier. Ce qui a d'abord choqué les policiers, c'est surtout l'odeur insoutenable qui régnait dans la maison, à cause de la décomposition de certains cadavres. Ils y ont aussi trouvé des mètres de couturière dont elle se servait pour étrangler ses victimes, mais aussi des télégrammes témoignant de toutes les adoptions faites, ainsi que des lettres de mères qui demandaient des nouvelles de leurs enfants. Alors oui, ça fait beaucoup de preuves à charge tout ça quand même, d'autant qu'on a retrouvé au moins 7 corps de plus en draguant la Tamise après son arrestation, qui portait clairement une marque blanche autour du cou. Sans doute à cause des mètres de couturière qu'elle utilisait. Voilà, c'est son arme préférée, du coup merci de suivre. Et on sait aussi qu'une vingtaine d'enfants sous sa garde à ce moment-là étaient portés disparus. Mais pour le reste, impossible de connaître le nombre exact des victimes d'Amelia. En fait, on estime qu'en 20 ans, elle aurait tué entre 200 et 400 nouveau-nés. Ah mais c'est pour ça que tu nous disais en intro qu'elle était sûrement la tueuse en série la plus prolifique de l'histoire. Ah décidément, vous suivez vachement bien aujourd'hui, ça fait plaisir. Mais malgré ce nombre très important de victimes, Amelia ne sera accusée que pour un seul crime, celui de la petite Doris Marmon. Sauf que bon, elle a très vite avoué une quantité d'autres meurtres, je veux dire dans la foulée on se lance quoi, et elle a essayé de se suicider 2 fois pendant qu'elle était incarcérée. Du coup oui, ça laissait pas vraiment de place au doute, si vous voyez ce que je veux dire. Mais justice oblige, il s'est tenu un procès et évidemment la défense a plaidé la folie. C'est ce qu'on fait quand on n'a plus d'espoir ça, plaider la folie. Bah
Pour elle, oui, et comme elle avait passé du temps en asile, des médecins qu'elle avait réussi à manipuler ont pu confirmer qu'elle était instable. Elle-même disait alors que les enfants qu'elle avait tués mouraient paisiblement, qu'ils étaient rappelés par Dieu, par quelqu'un qui pourrait les aimer plus que n'importe qui sur cette terre. Elle disait qu'elle avait simplement fabriqué des anges et qu'un jour, elle s'assoirait à la droite du Seigneur Tout-Puissant. Ouais, on est sûr qu'elle avait pas un petit pet au casque, celle-là? Disons que ces crises de folie coïncidaient toujours bizarrement avec le moment où la police se rapprochait d'elle. En gros, on pense qu'il s'agissait plus de simulation et de calcul qu'une véritable démence. Et le jury d'ailleurs ne s'y est pas trompé puisqu'il a mis à peine 5 minutes à rendre son verdict. Les crimes étaient tellement horribles que son état mental n'y pouvait de toute façon pas grand-chose. Amelia fut donc condamnée à la peine de mort. Le 10 juin 1896, Amelia Dyer s'avance vers l'échafaud. Elle a décidé de ne pas faire appel en entendant son verdict et a elle-même rédigé 5 cahiers de confession avant son exécution qu'elle a confiés à un prêtre. Elle y raconte notamment avoir pris du plaisir à voir ses victimes mourir. Avant son exécution, on lui a demandé si elle avait une dernière parole à prononcer. Elle aurait répondu qu'elle n'avait rien à rajouter. À 9h précises, celle qu'on surnommait l'ogresse victorienne fut pendue. Ainsi disparut Amelia Dyer. Enfin, pas tout à fait. Il paraît que son fantôme hante toujours la prison de Newgate. Mais ça, je vous laisse le soin d'aller vérifier. Ou peut-être éventuellement de demander au grand gilet. Je sais pas si vous l'avez entendu là. Alors, est-ce que de bonnes choses sont tout de même à retenir dans cette histoire? Comme ça, je vois pas, mais j'imagine que oui. Enfin, sinon tu poserais pas la question. Tout juste, pas pour les victimes passées d'Amelia, évidemment, mais pour les victimes d'autres fermières à bébés qui auraient pu suivre. Car Amelia, même si elle était probablement la fermière la plus connue et la plus cruelle, n'était pas un cas isolé. Et suite à ces événements tragiques, les contrôles des adoptions et des activités des fermières à bébés ont été renforcés. Des nouvelles lois ont également été mises en place pour protéger les enfants et les mères. Et puis, les annonces dans les journaux ont été surveillées. Cela dit, il a quand même fallu un certain nombre d'années avant que le trafic d'enfants ne soit sérieusement encadré. Mais vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire du jour? Vous pouvez d'ailleurs donner votre avis et consulter celui des autres en répondant au sondage qui s'affiche juste là. À votre avis, Amelia était-elle réellement folle, comme en auraient attesté certains médecins? Ou est-ce que tout cela n'était qu'une mascarade pour cacher ce qu'elle était véritablement, à savoir l'un des pires monstres que l'histoire ait connu? Je vous laisse méditer là-dessus, la poiscaille, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine bulle. Et bien voilà pour ce personnage tout à fait charmant, quoi. C'était adorable. Non, c'était effroyable.